Merci, cher Monsieur le Président. Je vais essayer de rendre justice à cette communication sur la naissance et l'essor des compagnies maritimes sous le Second Empire, initiative publique, initiative privée. Alors, deux grandes compagnies de navigation voient le jour au cours du Second Empire. Il s'agit des services maritimes des messageries impériales en 1852, future messagerie maritime, et de la Compagnie générale maritime en 1855, devenue Compagnie générale transatlantique en 1861. La création de ces compagnies pionnières répond à deux impératifs nationaux. La volonté, d'une part, de créer des compagnies de navigation telles qu'il en existe en Angleterre afin d'éviter à la France un déclassement international, et ainsi que la nécessité pour l'État de se désengager de services maritimes postaux effectués en régie en Méditerranée depuis le milieu des années 1830. Leur naissance et leur essor supposent de relever deux obstacles principaux. La défiance de la navigation à vapeur appliquée au commerce, d'une part, la réunion d'un capital très élevé, d'autre part. Le dépassement des obstacles illustre le dessein et l'ambition à la fois économique et politique, nationale et internationale du régime impérial. Une volonté publique forte et des initiatives entrepreneuriales audacieuses convergent. Tandis que ces deux compagnies sont autorisées à se constituer sous le statut de société anonyme, forme juridique adaptée au secteur de l'armement maritime moderne, la conception des services postaux, délégation d'un service d'intérêt général à l'entreprise privée, devient le levier de leur développement. À l'instar des compagnies de navigation anglaises, les messageries impériales et la Compagnie générale transatlantique deviennent les ambassadrices du pavillon national sur les océans du globe et sont les initiatrices d'une marine marchande moderne en France. Alors, première partie, convergence de l'initiative publique et d'initiative privée. Au milieu du XIXe siècle, la France n'a pas encore d'entreprise comparable aux compagnies britanniques. L'armement maritime français a gardé une structure étroite et familiale. La grande entreprise de transport maritime à vapeur n'y a pas encore vu le jour. Au Levant, la présence française est menacée par les navires du Lloyd autrichien et de la Peninsula and Oriental Company, tandis que sur l'Atlantique, Tisserand de Mulhouse, négociants de Paris, Soyeux de Lyon, devaient passer par Londres pour expédier leurs produits aux États-Unis. Deux éléments étaient donc nécessaires, une volonté politique et une impulsion capitalistique. L'impulsion de l'État, tout d'abord. Elle se révèle décisive. L'obtention du statut de société anonyme est déterminante pour la constitution d'une société au capital élevé. Or, selon le Code de commerce de 1807, toujours en vigueur au début du Second Empire, toute société anonyme doit subir un long examen probatoire avant d'obtenir du Conseil d'État une autorisation préalable. Les lois sur les sociétés anonymes qui libéralisent leur création datent de 1863 puis 1867. Ensuite, l'État accepte le principe du subventionnement de services réguliers, comme en Angleterre, dès le début de l'Empire, dans le but d'initier une impulsion capitalistique. En effet, dans les décennies 1850-1860, la navigation à vapeur n'est guère rentable commercialement, comme le rappellent les enquêtes contemporaines sur la marine marchande en 1862 et 1870 encore. D'une part, les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation sont sans commune mesure avec ceux de la navigation à voile. D'autre part, la navigation régulière est contraignante pour le commerce. Itinéraire fixe, rotation prévue à l'avance, temps de traversée et donc vitesse réglementaire. Enfin, les navires consomment encore beaucoup de charbon. Les cales destinées aux marchandises sont restreintes, a fortiori sur les navires munis de roues à aubes. La subvention est donc conçue comme une assistance financière, je cite, calculée pour combler l'écart prévu entre les recettes et les dépenses d'exploitation, sur certaines conditions d'itinéraire, de régularité et de vitesse. Enfin, l'État veut, dès 1848, se désengager de la régie directe des services postaux de Méditerranée, effectuée depuis 1835. Cette première expérience d'utilisation de la vapeur pour l'organisation d'une desserte postale au long cours est une réussite technique, mais un fiasco financier. Les conditions politiques, techniques et entrepreneuriales d'un important bouleversement de l'armement maritime en France sont réunies. Alors ici, deux portraits de personnes que je vais évoquer tout de suite. Alors, l'impulsion capitalistique fut initiée pour les messageries impériales par une société préexistante, la Société des messageries nationales, société parisienne de diligence créée à la fin du XVIIIe siècle, et un armateur marseillais, Albert Rostand, portrait de gauche, non, c'est portrait de droite. La société de roulage des messageries nationales subissait la concurrence ferroviaire et était désireuse de diversifier ses activités sur mer. Albert Rostand, issu d'une longue lignée d'armateurs et de négociants marseillais, souhaite s'associer pour donner à son entreprise familiale l'assise capitalistique qui lui manque.
Pionnier en matière de navigation commerciale à vapeur, il avait fondé avec son père Bruno en 1845 une société en commandite par action, Rostand et compagnie, ayant pour but l'exploitation d'une ligne régulière de navires à vapeur entre Marseille et Constantinople. Les deux acteurs, leurs capitaux, leur savoir-faire, leurs navires, Albert Rostand fut le premier directeur de l'exploitation de la nouvelle compagnie de navigation naissante. L'artisan de ce rapprochement est Achille Fould, ministre des Finances. Alors que la société de diligence des messageries nationales avait déjà signé avec l'État le 28 février 1851 la convention lui concédant le service postal de Méditerranée, elle obtenait officiellement en janvier 1852 l'autorisation de former une société anonyme. La Société des messageries nationales et la Société Rostand et compagnie fusionnent au sein des services maritimes des messageries nationales au capital initial de 24 millions de francs répartis en 4 800 actions de 5 000 francs chacune. C'est alors une situation inédite dans l'armement maritime. Achille Fould écrit à Rouher « Aujourd'hui, cette réunion, ou plutôt la fusion des deux sociétés, promet les plus beaux résultats. L'intervention du pouvoir exécutif devenait nécessaire pour consacrer sous une forme solennelle la situation respective de tous les intéressés. » Fin de citation. Le 28 février 1853, la société devient compagnie des services maritimes des messageries impériales afin que citation toujours, le titre de la compagnie resta conforme au titre du gouvernement lui-même et rappela constamment au public le caractère officiel de notre service. Fin de citation. Sans entrer ici dans la composition du conseil d'administration, la présence d'Armand Beuic, qui devrait être au portrait de gauche, ancien inspecteur des finances à la tête de la compagnie de 1852 à 1891. Il ne la quitta que pour exercer les fonctions de ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics de 64 à 67, montre la proximité de la compagnie maritime et du régime impérial. Alors maintenant, la naissance de la Compagnie Générale Transatlantique. La naissance de la Compagnie Générale Transatlantique présente des similitudes. L'impulsion est donnée ici par Isaac et Émile Pereire, les deux frères, estimant le moment, je cite, le moment venu de tourner les capitaux vers les grandes entreprises maritimes. Fin de citation. Ils rachètent une compagnie, la Terre Neuvième, et fondent une nouvelle société dont l'ambition était, je cite encore, l'établissement des services réguliers vers les points du globe où le commerce français avait le plus d'intérêt. Fin de citation. En février 1855 est créée la Compagnie Générale Maritime, société anonyme au capital initial de 30 millions de francs, dont 6 millions immédiatement émis. Pour cette première société, des opérations commerciales aussi diversifiées que la flotte était hétéroclite se soldèrent par un important déficit comblé par le crédit mobilier. En octobre 1860, la Compagnie Générale Maritime des Pereire reprend, après l'autorisation de Rouher, ministre du Commerce et des Travaux publics, la concession des services postaux de l'Atlantique Nord, accordée préalablement et sans succès à un armateur havré, Victor Marziou, soutenu par leurs concurrents, les Rothschild. Enfin, le 25 août 1861, un décret impérial autorise le changement de dénomination de la Compagnie Générale Maritime en Compagnie Générale Transatlantique. Le capital à réunir s'élève désormais à 24 millions de francs, rapidement porté à 40 millions, par émission de 32 000 actions de 500 francs, dont le crédit immobilier garantissait la souscription. Comme les compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes fondées y figurent désormais parmi les plus grandes sociétés capitalistiques du temps, non seulement du fait des immobilisations de capitaux nécessaires, mais aussi en raison de l'ampleur du réseau maritime desservi. Maintenant, une seconde partie concernée aux concessions postales à l'origine d'un réseau maritime aux dimensions mondiales. Alors, la Convention postale de Méditerranée est signée en 1851 pour une durée de 20 ans. Le service en régie, c'est la carte de gauche, l'ancien service donc, est remplacé par 4 lignes postales nécessitant la rotation de 16 navires et représentant 105 000 lieues marines par an sur la carte de droite. La compagnie perçoit une subvention de 3 millions de francs pendant 10 ans, puis une subvention diminuée de 100 000 francs par année jusqu'à la 20e année. Cette première convention postale de grande envergure a valeur d'exemplarité. Les obligations de la société envers l'État sont définies par le cahier des charges, itinéraire, horaire, vitesse. Effectuer le service postal consiste à assurer le transport gratuit des dépêches pour l'administration des postes, mais aussi à admettre un certain nombre de passagers et de marchandises à des tarifs préférentiels. La compagnie est contrôlée, je cite, dans tous les détails de son exploitation, par un commissaire du gouvernement à Marseille, par un agent des postes à bord. Des sanctions et des pénalités, le plus souvent financières, sont prévues en cas de non-exécution des clauses réglementaires. L'autorité concédante s'engage également envers le concessionnaire, durée de la concession, subvention, mais aussi clause d'exclusivité par laquelle l'administration s'engage à ne pas subventionner un autre service particulier de Marseille sur les points déjà desservis par la compagnie. Armand Beuic, évoquant un service public exécuté à l'entreprise, dégage la réciprocité des intérêts de l'État et de la compagnie.
Je le cite, « Notre exploitation n'est pas une opération commerciale ordinaire, qui n'est à compter qu'avec elle-même des transformations qu'elle subit. Subventionnée par l'État, autant en raison du concours qu'il en espère que de celui qu'il reçoit, elle n'est autre qu'un service public exécuté à l'entreprise, dont le devoir est d'être toujours prêt, soit pour les nécessités de la guerre, soit pour les œuvres de la paix, sous la seule réserve d'une équitable rémunération, à répondre à tout appel de l'État. » Fin de citation. Si la concession postale réussit en Méditerranée, pourquoi ne conviendrait-elle pas à l'Atlantique ? Lors de l'ouverture de la session du corps législatif en 1857, l'empereur affirme sa volonté de voir les projets aboutir. Achille Foule plaide la cause d'une subvention élevée. La loi du 17 juin 1857 autorise, moyennant une subvention annuelle de 14 millions de francs, la concession des services de l'Atlantique en 3 lots, Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Pour pallier la crise du crédit, aucun armateur n'étant capable d'assumer seul l'ensemble des services. Les messageries maritimes soumissionnent et obtiennent par la convention du 16 septembre 1857 la ligne postale du Brésil et de la Plata et en surcroît un service annexe vers Buenos Aires, moyennant une subvention annuelle de 4,7 millions de francs. La ligne est inaugurée, l'inauguration a lieu le 25 mai 1860 par la Guyenne, navire à roue à aubes construit dans les chantiers de la Ciotat. Bordeaux devient le premier port d'armement des lignes de l'Atlantique Sud. La Compagnie générale transatlantique obtient les 2 autres dessertes et la subvention restante de 9,3 millions de francs. Elle a l'obligation de construire 11 paquebots, donc 5 en France, filant 13 nœuds et dont le coût devait s'élever à 43 millions de francs. Le 14 avril 1862, de Saint-Nazaire, la Louisiane prend la mer en direction de Fort-de-France et de Veracruz. Le 15 juin 1864, le Washington inaugure la ligne Le Havre-New York, appelée à devenir l'artère maîtresse du trafic. Enfin, après l'intervention de la marine en Cochinchine, le désir de créer un Singapour français et des comptoirs pour les intérêts commerçants des milieux industriels et négociants légitima la prise de Saigon, ouvert au commerce en février 1860. L'établissement de lignes régulières devenait alors indispensable pour, je cite, faire paraître périodiquement le pavillon français dans les ports de l'Inde et de la Chine, créer un échange régulier des personnels et des choses. En avril 1861, le gouvernement impérial concède le service postal de l'Indochine entre Marseille et Saigon aux messageries impériales pour 24 ans. Le capital social est augmenté, atteignant 60 millions. La subvention s'élève désormais à 6 millions par an. Intérêt postal, intérêt commercial, intérêt colonial se conjuguent donc. L'œuvre accomplie par le Second Empire est donc considérable et manifeste le dessein économique et politique du régime. Lors de l'inauguration de la ligne Le Havre-New York, le directeur des postes Vandal rappelait le succès économique et politique, je le cite, « L'œuvre nationale et chrétienne de ces lignes nouvelles qui, vers l'Extrême-Orient comme au Nouveau Monde, servent les idées religieuses et les idées économiques, favorisant à la fois l'action des apôtres désintéressés de l'Évangile et des missionnaires aventureux de l'industrie, pionniers les uns et les autres de la civilisation française. » Fin de citation. En 1871, les subventions maritimes postales s'élevaient à plus de 24 millions de francs. À l'époque, le directeur général des Postes, M. Vandal, estimait alors que l'État recueillait, je le cite, en influence, en taxes de douane, en prospérité publique, le prix de ses sacrifices. Fin de citation, tandis qu'à son tour, l'industrie privée était, on le cite encore, équitablement rémunérée de sa confiance et de ses efforts. En octobre 1877, une nouvelle étude est rédigée à la demande du ministre des Finances par Léon Riant. On voit dans ce graphique que les messageries et la Compagnie générale transatlantique, avec 55 et 42% des subventions, s'en partagent donc la quasi-totalité de celles-ci. En conclusion, l'attention exceptionnelle du Second Empire pour la marine ne se dément pas pour la marine de commerce. Un bouleversement complet de l'armement maritime se produit, appelé à marquer durablement les transports maritimes en France. D'un point de vue économique d'abord, la naissance des compagnies de transport maritime évoquées consacre la fin du négociant armateur et marque la constitution de grandes compagnies, sociétés anonymes au capital élevé. Deuxièmement, la politique impériale perpétue un modèle colbertiste. Le subventionnement du service postal et la concession de services publics à l'entreprise privée sont considérés comme des préalables nécessaires à la naissance de grandes entreprises privées. Enfin, ces compagnies donnent en dehors l'idée de la puissance du pays qui les entretient. Elles sont des outils de la politique extérieure française et servent l'affirmation du prestige national, l'indépendance sur les dessertes coloniales, tout en s'inscrivant dans une rivalité avec l'Angleterre. Pas tout à fait fini. Cette affiche, certes bien postérieure puisqu'elle date de 1890, montre l'œuvre accomplie par les 2 pavillons postaux des messageries maritimes à droite et de la Compagnie générale transatlantique à gauche. Et comme
le dit le texte. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Pierre.